Okay, welcome to Ubuntu Café. Oh, bienvenue sur Ubuntu Café, je me trompe à chaque fois. Tellement tu es habitué à parler anglais. Ouais, non. Là, tu bois encore aujourd'hui café ou bien? Ah, du thé. Comme c'est la nuit, c'est du thé. Ouais, enfin, moi, j'avais commencé mon café après-midi, donc c'est le reste. Ah, ok. Non, c'est le thé aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Comment va? Ça va. Et la semaine? Ah, ça s'est bien passé. Il y a eu, ça s'est bien passé en tout cas. Et puis bon, samedi, on a fait notre meet-up. Et Oui, c'est moi qui présentais. ouais, en tout cas, c'était un meet-up vraiment excellent. Ouais, merci. C'était combien? C'était 3 heures. Je pense qu'on a fait 3 heures pratiquement. Si je me trompe Presque pas. 3 heures. Ouais, 3 heures. Presque 3 heures. 3 heures. Afis a toujours la médaille d'or. La médaille d'or, toujours 4 heures plus. Ouais. Ouais, comme c'est moi qui ai présenté, on a parlé de Claude, le AI de Anthropic. Et en fait, j'ai essayé de construire une application avec Claude, avec l'assistance de Claude, et une application écrite en Next.js, JavaScript Next.js. C'est ça, non? Ouais, Next.js. Donc, sans vraiment d'expérience. C'était vraiment le but de ça, sans vraiment d'expérience avec Next.js, mais je veux m'assurer de ça. Donc, en fait, l'idée est venue de la vidéo que tu m'avais partagée sur YouTube. Il y avait le monsieur qui avait utilisé un framework, inversion of control, c'est-à-dire C'est une autre manière d'utiliser les prompts, en fait. C'est ça, une nouvelle manière qui est très intéressante du coup. Et ça m'a permis de construire une application. Je peux dire, moi je l'ai fait en 2 jours, si je me trompe, mais pas 2 jours, pas 2 jours consécutifs. Genre 3 heures ici, 4 heures ici. Donc je peux dire au total en 7 heures, 7 heures à peu près, puisque j'ai rencontré des. L'équivalent d'une journée Voilà. de travail. C'est ça, l'équivalent d'une journée de travail. Donc, en tout cas, je pense que le résultat pour moi, c'était vraiment le fait que Claude m'a vraiment beaucoup assisté à créer les codes qui étaient, on peut dire, répétitifs. Et aussi le structure du projet, en fait. Parce que comme je ne fais pas beaucoup de software engineering, je ne fais pas beaucoup de web application. Donc, souvent, connaître la structure de comment est-ce que le projet va, la structure du projet, du code, souvent, ça peut être un frein à commencer, quoi. Donc, le fait qu'il ait pu créer ça et pu me donner des fichiers déjà, on peut dire, squelettes, stamp file, comme on dit, j'ai beaucoup appris. Ouais. Donc, en tout cas, cette manière d'approcher l'utilisation des LLM comme Claude et autres, je pense que c'est très intéressant parce que souvent, hein, les gens, surtout ceux qui sont assez nouveaux avec ces outils, quand ils découvrent un LLM ou bien un ChatGPT ou autre, c'est du genre, je fais ma liste, comme si la liste doit aller au Père Noël et puis le Père Noël va venir avec tous les cadeaux d'un coup. Tu vois, alors que là, ce n'est pas vraiment le cas. Ce que tu as démontré, hein, c'est plutôt comment, comment faire pour avoir un vrai assistant. c'est ça. Voilà. Donc, c'est un peu plus interactif. Donc, c'est un peu comme si tu essaies de déléguer du travail à un de tes collaborateurs, peut-être qui est sous ta responsabilité en termes de grade dans la compagnie. Et puis, le collaborateur, comme peut-être il ne comprend pas vraiment qu'est-ce que tu veux accomplir comme projet, il te pose des questions. Et puis, toi-même, ça te permet de raffiner tes idées et puis de faire certaines précisions, quoi. C'est ça. Donc, au lieu de la méthode traditionnelle de poser les questions directement au IA et le IA te répond, en fait. C'est le contraire. En fait. Le IA te pose des questions et toi, tu réponds pour raffiner les idées. Et maintenant, le IA peut, par rapport à tes réponses, maintenant te proposer des solutions, en fait. Voilà. Ouais. D'où le terme d'inversion de contrôle. Inversion de contrôle. Le contrôle du AI dans ce cas de figure, hein, c'est le AI qui va prendre ce que tu essaies d'accomplir comme contexte initial et
Et, bon, on griffe, réfléchir un peu dessus, et puis maintenant poser des questions ou faire des suggestions. C'est peut ça. ajuster, bien demander de faire autrement et autre. Ouais. En tout cas, c'était une très belle session, très interactive. Malgré le fait qu'on ait rencontré des difficultés, des erreurs avec le code et tout. À la fin, bon, on se retrouve avec une bonne application à la fin, même si c'était pas. C'est peut-être là qui a fait qu'on a fait 3 heures, sinon d'habitude c'est 2 heures. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette présentation. Le fait d'apprendre même cette nouvelle technique-là, en fait, ça m'a beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Je pense que je vais incorporer ça dans mes prochaines conférences, c'est clair. En tout cas, j'ai vraiment apprécié, surtout bon, pour ceux qui vont regarder la vidéo prochainement quand elle sera disponible. Parce que j'ai vraiment apprécié les erreurs dont tu parlais. En fait, j'ai aimé qu'il y ait eu des erreurs, bien des difficultés pendant la session, parce que la plupart des démos qu'on voit au sujet de AI, c'est trop raffiné, en fait. C'est du genre, ah ouais, tu vois les vidéos YouTube, là, comment se fait tant d'argent avec le nouveau AI de je ne sais pas qui, et puis tu vois en 5 minutes, il y a un produit fini qui sort. Ça ne reflète pas du tout la réalité. Alors que là, ça donne vraiment la chance à l'audience de voir exactement ce qui se passe. C'est ça. Et là, c'est la réalité, en fait. C'est ça la vraie réalité. Ouais. Et ça veut dire qu'en réalité, je ne pense pas que l'IA va remplacer les gens de si peu. De si peu. Parce que même si j'ai rencontré des difficultés, c'est le fait que j'ai quand même une base déjà en Haïti, on peut dire, que j'ai pu résoudre ces problèmes-là, en fait. Tu vois. Effectivement. Et si je n'avais aucune base, parce que je suis parti dans l'idée que je n'avais pas de base dans Next.js, disons, ou les web applications. Mais j'avais quand même une base en software engineering, une base en IT. Tu vois. Donc, je voyais par exemple une erreur, je pouvais dire, oh, ok, je comprends pourquoi est-ce qu'il y a cette erreur, je peux lui poser en fait, Claude, ok, voilà, il y a cette erreur-là, est-ce que tu peux trouver la solution et tout. Et je sais comment lui poser la question en fait, parce que je vois l'erreur, si tu vois ce que je veux dire. Justement. Mais quelqu'un qui ne s'y connaît pas, ça va lui prendre beaucoup plus de temps en fait. Ouais. Ça vient en fait pour vraiment tirer l'avantage maximum même maximal, c'est même plus comment dire en français. Maximum. Enfin, pour pouvoir tirer le maximum, le plus grand avantage de ces outils AI, ou intelligence artificielle, il faut déjà au moins comprendre les mécanismes de base dans le domaine où on veut construire des choses. De telle sorte que quand l'outil ne répond pas comme il faut, ou bien fait des erreurs, on a même de pouvoir identifier les problèmes et puis donner un feedback à l'outil pour lui dire hey, ce que tu as fait ici, c'est pas correct. Donc, il faut faire telle ou telle chose. Mais en même temps, le problème avec ne pas avoir zéro connaissance dans le domaine, c'est quoi? C'est que même si l'outil, tout le monde peut faire cette expérience, même si l'outil donne une réponse qui est correcte, et puis tu dis à l'outil qu'il s'est trompé, il va attendre qu'il s'est trompé, bien qu'il soit correct, et puis maintenant aller inventer autre chose qui vient de Mars. C'est ça. Qui n'a rien à voir avec la réalité. Halluciné. Voilà, halluciné. Donc, il faut quand même toujours mettre l'accent sur l'apprentissage, pour comprendre les principes de base, avoir une certaine maîtrise, tout ça. Vous savez, l'entraînement personnel ne change pas. Ne change pas. Avec la disponibilité de ce genre d'outils. L'outil, c'est un assistant, en fait. Il faut toujours jamais oublier cet aspect-là. Il t'assiste, en fait. Justement. Justement. En tout cas, c'était bien. Bon, un autre sujet, c'est que tu m'as envoyé une vidéo aujourd'hui de la ministre, je pense que je ne me rappelle plus de son titre en tant que tel, mais je sais qu'elle est responsable de on peut dire, la transformation digitale de Singapour. Ouais. Et elle a eu un entretien avec des jeunes sur la stratégie que Singapour fait, ou Singapour a
par rapport à l'intelligence artificielle et puis bon, ce qu'ils font en fait. Ouais. J'ai beaucoup aimé la vidéo parce que bon, Singapour c'est un pays que j'aime beaucoup, même si je suis jamais allé. J'espère qu'un jour je vais aller, mais j'ai quand même étudié un peu le parcours de Singapour en tant que pays qui, il n'y a même pas plus de 40 ans de cela, n'était pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. Ils ont implémenté des stratégies, une vision que leur ancien premier ministre avait, qui a fait qu'ils sont devenus un pays aujourd'hui qu'ils sont. Voilà, un pays vraiment développé, un pays qui a quand même un grand taux de personnes qui sont, c'est quoi le mot? Ouais, Éduqué, c'est ça. Un taux d'éducation quand même assez haut. Donc, j'ai beaucoup aimé son intervention. Donc, un des points que j'ai beaucoup aimé vraiment, c'est le fait qu'ils aient déjà une stratégie sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils ont une stratégie qu'ils ont déjà mis en place parce qu'ils voient que l'intelligence artificielle, non seulement va venir, comment dire, et déjà là-bas, on peut dire, s'implanter dans leur pays, mais ils veulent être aussi en avance sur certaines choses. Ouais, tu vois. Donc, déjà avoir cette stratégie-là en place, je pense que c'est déjà c'est très excellent en fait. Je ne sais pas si tu as des revenus sur ça. Oui, c'est quelque chose qui m'a frappé. Je vois ça un peu avec enfin, quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que si je me trompe pas, il y a une partie où elle disait qu'il n'y a en fait pas vraiment de restrictions sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, à l'exception de tout ce qui est politique. C'est-à-dire qu'il faut que les gens restent loin d'utiliser ces outils pour essayer d'influencer le côté politique du pays, et puis qu'ils n'utilisent pas ça pour faire du mal. C'est du genre, tout est permis, quoi. Voilà. Ça encourage l'innovation et l'adoption. Oui. Non, non, c'est parfait. Et en tout cas, je pense qu'il y a un des jeunes qui avait dit, bon, un des intervieweurs qui lui avait demandé, qui lui avait donné une idée sur genre, tu sais que Singapour, en fait, ils ont décidé, je pense qu'il y a en 87, si je ne me trompe pas, ils ont décidé de faire l'anglais comme langue, on peut dire langue de travail. Donc, tout le monde apprend l'anglais. Ouais. Et je pense que ça les a beaucoup aidés parce que Singapour est devenu une capitale, on peut dire, où ils sont vraiment dans tout ce qui est l'économie, la finance et puis bien d'autres secteurs, en fait. Donc, le monsieur a demandé à la ministre là, si est-ce qu'il ne pouvait pas choisir peut-être aussi un langage de programmation national pour pouvoir faire ça, en fait, que le gouvernement va pousser tout le monde, en fait, à apprendre ce langage de programmation. Donc, dès que tu es petit, tout le monde est obligé, en fait, d'apprendre. Donc, je me demande ce que ça peut faire à une nation, je ne sais pas moi, dans 40 ans, par exemple, si tout le monde est obligé d'apprendre à programmer dès le bas âge. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner comme genre de citoyens dans 30 ans, 40 ans, en fait. Voilà. Je trouvais que c'était quand même une idée intéressante. Je ne sais pas comment l'implémentation de ça peut se faire, mais c'était quand même une idée intéressante. Ouais. En fait, en tout cas, j'ai vraiment aimé cette idée-là aussi, parce que c'est vrai, bon, on parle de langage de programmation. Il y a les langages auxquels on est habitué, français, anglais, puis, je ne sais pas quel autre, on a une multitude en Afrique. Voilà. Donc, au-dessus de ça, ajouter un langage de programmation, quelque part, c'est aussi un langage, parce que le langage de programmation, c'est quoi le but? Il traduit ce que les êtres humains se disent en termes par exemple, de logique. Le langage va transformer cette logique humaine en quelque chose que l'ordinateur peut exécuter. Tu vois? Donc, de ce point de vue-là, le but, c'est pas vraiment de faire que tout le monde soit informaticien. C'est pour que tout le monde ait l'opportunité de communiquer avec l'ordinateur en utilisant une logique que tout le monde peut vérifier, tout le monde peut comprendre, tout ça.
Donc, c'est un peu comme, par exemple, les mathématiques. Tous ceux qui vont à l'école, ils n'ont pas besoin de devenir mathématiciens. Mais au moins, ils ont des notions d'arithmétique et autres qui servent plus tard à faire des choses plus intéressantes. Donc, cette idée-là, j'aime vraiment cette idée parce que bon, la plupart des AI, bon, si on prend l'exemple de ChatGPT ou bien Anthropic, quand on envoie des prompts, souvent le AI lui-même crée des fichiers, des codes Python pour faire des calculs avant de pouvoir répondre. Donc, par exemple, tout le monde peut faire cette expérience. Si vous partez sur ChatGPT et puis vous faites un upload d'un PDF pour pouvoir poser des questions dessus. Naturellement, le PDF, ce n'est pas du texte. Donc, il faut que ChatGPT ait un moyen de lire le texte du PDF. Donc, si vous voyez dans les activités de ChatGPT, ChatGPT va commencer à écrire du code Python qui sait comment extraire le texte du PDF avant de le lire et puis maintenant donner des réponses. Et tout ça en 1-2 secondes. Voilà. Donc, pour ne pas que les LLM s'éloignent trop des capacités humaines, c'est nécessaire pour que les êtres humains eux-mêmes, dans ce cas particulier, ceux de Singapour ou bien autres pays qui vont adopter ce genre de... c'est un peu comment on dit ça, ce genre de loi ou bien de policy. Le fait que la plupart des gens vont apprendre quelque chose comme Python, vont vraiment pouvoir utiliser ces outils d'intelligence artificielle de manière plus efficace, en fait. Ouais. Ça sera plus trop éloigné d'eux, ça sera quelque chose qui est plus proche. Ouais. Non, mais en tout cas, ça me fait penser souvent, je me demande, genre, dans nos pays, comment est-ce que, genre, si on pense déjà à ce genre de choses-là, quoi. Peut-être qu'on est. Je sais que par exemple, au Burkina, bon, je n'ai pas d'idée sur ce qu'on est en train de faire là-bas. Je pense qu'on a. Pour ceux qui sont burkinabés, on sait déjà quels genre d'autres problèmes on a actuellement. Donc, peut-être que c'est pas une priorité pour le moment. Mais je ne sais pas si généralement, même, disons en Afrique de l'Ouest, si ce sont des technologies je pense qu'en tant qu'utilisateur, oui, genre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ChatGPT. Maintenant, en tant que nation, est-ce qu'il y a genre il y a des pays qui pensent déjà à des stratégies IA ou bien est-ce qu'il y a des nations qui commencent à voir comment même incorporer ce genre de technologie-là dans leur pays? Par exemple, un des exemples que la dame a donné encore, c'est le fait que dans l'administration, ils ont des bots qui, en fait, peuvent avoir accès aux documents administratifs et les gens peuvent, en fait, poser des questions aux bots là pour pouvoir avoir des réponses basées sur ces documents administratifs-là. Voilà. Par exemple, un exemple qu'elle a donné, je pense, c'était si, par exemple, une loi est passée et que, ou bien, je pense que l'exemple qu'elle a donné, c'était du fait que quelqu'un avait des questions par rapport à ses impôts. Et la personne ne savait pas d'où cette loi sur cet impôt-là venait. C'est-à-dire, tu pouvais poser la question au bot qui allait te dire, OK, la raison pour laquelle tu payes cette somme pour tes impôts, c'est à cause de cette loi qui a été faite, je sais pas moi, 95 ou quelque chose comme ça. Donc, le IA est capable d'aller prendre ça comme référence, faire ça de manière compréhensible aux citoyens lambda et maintenant donner l'information aux citoyens, en fait. Donc, ce genre d'information, au lieu d'aller, par exemple, appeler des gens au service des impôts, ou bien peut-être même ces personnes ne savent même pas même d'où cette loi vient. Tu vois. Mais le bot est capable d'avoir ces informations-là. Donc, je trouvais que ça, c'était quand même un use case assez intéressant. Parce que si je ne me trompe pas, je pense que nos administrations ne sont pas faciles à naviguer. Ça, c'est pas facile. Pas facile. Ouais. Je pense que ce genre d'amélioration, ça dit que ce n'est pas seulement rendre l'administration digitale. Ça va même au-delà de ça. Ça dit que ça, c'est l'étape après avoir
rendu l'administration digitale. Mhm. Tu vois. Mhm. Donc, enfin, pas que rendre l'administration digitale et autres doit prendre, par exemple, de très, 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 très longues années en ce qui concerne l'Afrique ou bien l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que ce processus-là peut se faire en même temps. Mhm. Mhm. Parce que au moment où l'information est rendue digitale, ces outils d'intelligence artificielle là, peuvent être intégrés à peu près dans la même étape. Mhm. Ce n'est pas comme si le gouvernement va aller entraîner une nouvelle intelligence artificielle. Non. Il y en a qui sont disponibles dans l'open source que tout le monde peut, enfin, auquel tout le monde peut avoir accès gratuitement et Mhm. puis directement utiliser pour faire des choses intéressantes. C'est aller, c'est d'abord avoir l'envie d'aller voir ce genre d'outils-là et puis apprendre à comment utiliser ces outils-là, en fait. C'est d'expérimenter avec, ne pas avoir peur pour pouvoir expérimenter avec. C'est ça, en fait. C'est cet esprit-là, peut-être qu'on doit pousser, quoi, en fait. C'est vraiment pousser les gens à aller être des explorateurs pour ces genres d'outils-là. Ouais. Et je pense que, je ne sais pas si tu as d'autres commentaires par rapport à ça, mais je pense qu'il y a un des outils qui est sorti tout récemment, non? Un IA qui est sorti récemment par rapport à ça. Oui, 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 oui. Il y a Microsoft qui a fait sortir un outil pour rendre ça un peu plus facile d'utiliser ces modèles de l'intelligence artificielle sur pratiquement n'importe quel appareil. Donc, ça sera possible, par exemple, de prendre les modèles qu'on connaît, là, les Llama qui viennent de Facebook et enfin, tous les modèles qui sont open source en tout cas, et pouvoir les installer à travers cet outil de Microsoft. Je pense que ça s'appelle BitNet. BitNet, ouais. CPP. Donc, parce que comment ça marche? Quand les intelligences artificielles sont créées, en fait, le processus d'entraîner le modèle, la fin de ce processus, hein, en fait, génère un fichier qui contient une très grosse matrice qui représente à peu près la logique de comment comprendre le texte que les gens tapent dans leur prompt et puis retourner une réponse, par exemple. Donc, ça, c'est la première étape. Maintenant, quand ce fichier est créé, qu'on appelle le modèle, il faut maintenant installer ce modèle dans un ordinateur, une machine, un téléphone, peu importe. Donc, il y a un autre petit outil qui doit pouvoir lire ce modèle et puis l'exécuter. Donc, c'est ça que Microsoft a fait sortir, qui s'appelle bitnet.cpp, qui permet d'utiliser ces modèles-là sur de plus petites machines. Donc, il n'y aura pas besoin d'utiliser des GPU et, enfin, en tout cas, des machines qui n'ont pas besoin, qui n'utilisent pas beaucoup de ressources, en fait. Donc, ils seront forcément moins chers et autres. Voilà. Donc, pour faire un peu la transition avec ce dont on parlait avec l'exemple de Singapour, c'est qu'il y a le côté gouvernemental où les gouvernements africains, tout ça, peuvent prendre des décisions allant dans ce sens. Mais le fait qu'un grand nombre de ces outils-là soient accessibles gratuitement dans l'open source, il faut qu'au niveau individuel des compagnies, enfin, tout ce que ça intéresse, il faut qu'eux-mêmes, ils commencent aussi à faire l'adoption des cas de figure utiles pour comment améliorer les choses. Ils n'ont pas besoin forcément que le gouvernement réfléchisse à tout, prendre des décisions avant de faire quelque chose dans ce domaine. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi j'allais penser, je suis d'accord avec toi. C'est ça, je suis d'accord du fait que il y a la part du gouvernement et il y a notre part aussi. Voilà. Maintenant, quand tu parlais, ça m'a fait penser à une autre chose que la ministre l'avait dit, c'était l'éducation est importante en fait, l'éducation. Voilà. Et maintenant, je me suis demandé, quand tu parlais, je me suis demandé, mais ok, si tous les... Je repars encore sur le fait que Singapour a décidé
de faire une transition sur l'anglais depuis 87, je ne me trompe pas. Je m'excuse si je me suis trompé, mais ça fait au moins plus de 30-40 ans qu'ils font ça maintenant, anglais. Donc, presque tout le monde à Singapour parle anglais. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tout le monde est capable maintenant de regarder, regarder les vidéos YouTube pour apprendre tout ce qu'ils veulent. Voilà, ils peuvent apprendre, je sais pas moi, s'enseigner en IA sur YouTube, lire les documentations, puisque la plupart des publications, des documentations de IA, c'est en anglais. Donc, en fait, tout ce qui est éducation dans ce genre de domaine-là, en fait, la plupart du temps, la référence est toujours la plupart du temps en anglais. Ouais. Donc, maintenant, ça m'a fait penser, je me dis que dans nos pays, par exemple, bon, nous, on vient de l'Afrique de l'Ouest, le 95% de l'Afrique de l'Ouest parle français, c'est ça. Donc, comment ça fait, comment est-ce que nous, on peut faire pour pouvoir avoir accès à ce genre d'informations là maintenant, tu vois, non? Ce genre de formation, d'éducation. Par exemple, l'une des raisons pour laquelle on a commencé Ubuntu, c'était pour pouvoir faire des trucs en français, en fait, pour pouvoir enseigner ce qu'on connaît en français. Tu vois? Ouais. Yeah. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on doit, on doit tous commencer à parler anglais dans nos pays? On doit changer, quitter le français pour l'anglais? Le truc qui est vraiment intéressant avec les LLM, on dit Large Language Models. Donc, le mot-clé ici, c'est language. Une des choses qu'ils ont, un des problèmes ou bien un des challenges qu'ils ont résolus depuis très longtemps, ça c'était bien, je me souviens, mais j'étais encore au truc à l'université. C'était bien avant les ChatGPT et autres. C'est le problème de traduction. Traduction, yeah. Tu vois, donc, c'est peut-être même, enfin, je ne sais pas si c'est un terme, trivial. C'est banal, si on veut voir, de demander à un LLM de traduire une langue à l'autre. Donc, comme je le disais, là, le fait que ce soit open source, c'est gratuit. De deux, l'outil lui-même comprend la plupart des langues utilisées dans le monde. C'est vrai, c'est vrai. Avec le français, comme le français couvre une très grande partie, il y a une très grande partie de francophones dans le monde. Donc, c'est pour dire qu'un outil qui est gratuit à télécharger et puis utiliser, qui comprend le français, je ne vois pas vraiment l'obstacle. Mais bon, en tout cas, penser leur adoption dès demain. En tout cas, tu vois, c'est ça qui fait que peut-être même que on a pu, comment dire, il y a une vitesse, il y a une capacité vraiment à produire maintenant plein de documentation. Par exemple, si je fais un truc en anglais, c'est vrai que c'est facile de mettre dans ChatGPT et de lui dire de faire la traduction rapidement en français, quoi. Je n'ai plus vraiment. Et puis, bien sûr, regarder et puis corriger, parce que la plupart du temps, quand il fait la traduction, c'est pas tout le temps correct. Bon, quand je te corrige, je veux dire c'est pas un bon français, si je veux dire. Voilà. Ouais. OK. En tout cas, je pense que l'éducation, ce serait important, la formation et puis l'adoption, c'est-à-dire l'adoption de tout ça, en fait. Ouais. Oui, tiens, même on parle encore de la même interview donc on a regardé sur Singapour. Je pense que quand on parlait de ce côté éducation, c'était pas, enfin, bien sûr, il y avait la partie où les gens peuvent étudier ça à l'université. Mais la partie éducation, la dame a pris le soin de faire un peu de nuance. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, tout le monde n'a pas besoin d'être chercheur pour créer des modèles. Tout le monde n'a pas besoin d'être ingénieur dans machine learning. Il y a ce côté de l'intelligence artificielle où il y a des gens qui sont déjà établis dans leurs différents domaines professionnels et qui décident d'apprendre ces outils ou bien de travailler avec ces outils qui sont facilement accessibles. Donc, ça, c'est la première partie. Ça constitue la première partie de leur éducation. Deuxième partie, ils commencent maintenant à penser à des cas de figure dans leur domaine respectif, comment intégrer ça. Tu vois? Donc, le fait d'acquérir ces outils gratuitement, très facilement, commencer à s'amuser avec, commencer à penser à des cas de figure sur comment utiliser ça dans leur domaine. Au résultat, ils deviennent eux-mêmes
des gens qui pratiquent l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est vrai. Voilà. Parce que comme c'est structuré, ceux qui font la recherche, il y en a très peu. Mais le fruit de leur travail permet à la deuxième couche, pour ceux qui ont de profiter, quoi. En machine learning et autres, profiter, d'étendre les différents, je ne sais pas comment dire, de traduire la recherche en quelque chose de pratique en générant des modèles et autres qui sont destinés au grand public. Et puis maintenant, le troisième niveau qui est qui est la base, en fait, il y a tous ceux qui ont tout juste un intérêt d'utiliser ces outils pour améliorer les choses dans leur domaine. Tout le monde peut y participer. Ce n'est pas quelque chose de spécial réservé à un certain groupe qui a eu une certaine éducation à l'école. Tout le monde peut commencer dès demain. C'est vraiment une question de volonté. Voilà. L'information est gratuite, on peut dire. Tu veux avoir une connexion Internet et c'est tout. C'est tout. L'information est gratuite. Ouais. Par exemple, Claude, là, comme ce que je t'ai dit, j'ai regardé la vidéo, c'est une vidéo de 1 heure, j'ai regardé ça 2-3 fois et ça m'a permis de connaître comment Claude marche et puis faire le projet en même temps. Ouais. Donc, maintenant, avec ce que Microsoft vient de faire sortir BitNet, donc tout le monde aura l'opportunité d'exécuter un AI sur sa propre machine. Même un vieux laptop, même un vieux desktop, peu importe. Raspberry Pi, comme tu l'avais dit, ouais. En tout cas, c'est pas mal. La vidéo était très bien. Et puis, c'est ce qui me plaît vraiment avec Singapour. C'est vrai que bon, c'est pas un pays qui est assez peuplé, donc souvent, leur gouvernement peut prendre des décisions et puis bon, c'est beaucoup plus facile à implémenter. Mais c'est quand même un pays modèle qui a beaucoup de choses à enseigner à d'autres pays, quoi. Voilà. Ouais. OK. Je pense que je n'ai plus, je pense pas qu'on ait, il y a d'autres choses encore sur cette vidéo que je voulais mentionner. Je sais pas si tu as d'autres choses à mentionner, c'est ça? Non, en fait, c'était à peu près tout. J'ai trouvé la vidéo vraiment intéressante. Yeah. C'était intéressant de voir comment quelqu'un qui travaille dans le gouvernement peut parler de manière aussi claire en ce qui concerne la technologie, l'intelligence artificielle, sans forcément faire partie du domaine. C'est ça. Tu vois? Parce que justement, comme l'information est accessible à tout le monde, elle a sûrement dû lire, C'est vrai. Le mot-clé, c'était vraiment clair. C'est qu'elle disait vraiment, il n'y avait pas d'ambiguïté. Il y a des gens qui sont ingénieurs, ils font ça comme travail, tout ça. Ouais. Donc, si on voit, c'est leur domaine d'expertise. Et puis, la conversation était fluide. C'est ça. Peut-être qu'il faut qu'on aille à Singapour, aller faire des recherches et puis revenir. Ouais. OK. Donc, en tout cas, dans 2 semaines, on n'a pas encore de... Il faut qu'on... dès qu'on... Je pense que dans 2 semaines... Si, pas oublier, Afis avait... Oui, c'est vrai. Hier qui voulait battre son propre corps. OK. Mais il nous a pas encore... Je pense qu'il voulait parler de Kotlin. Oui, Kotlin et puis Android. Ouais. Android, OK. D'accord. Ça sera soit ça, ou bien si... Bon, enfin, c'est pas encore confirmé. Donc, soit ça sera Kotlin, Android. La prochaine fois, sûrement avec un peu d'intelligence artificielle dedans dans la démo. Ou bien, je pourrais faire la troisième partie de DevOps et puis avec l'intelligence artificielle AI. OK. Là où je montre comment installer ce genre d'outils dans ses propres infrastructures, comment déployer, tout ça. OK. Super. Ce sera soit AFIS ou bien la troisième partie de ma série sur DevOps et AI. OK, super. Moi, je vais essayer d'installer BitNet sur une machine, voir comment ça peut marcher aussi. Je vais essayer ça. Ouais. OK. C'est bon. C'est bon? Ouais. Ouais. Bonne soirée. À plus.